Merci et bienvenue à cette grande édition d'information de ce dimanche décalé en raison de la finale de la Coupe de la Confédération. Ce journal magazine va s'intéresser à une maladie qui tue silencieusement et qui continue de faire des milliers de victimes à travers le monde, le cancer, une maladie causée par une tumeur maligne qui se multiplie dans l'organisme indéfiniment et généralement conduit à la mort s'il n'est pas dépisté à temps. Le cancer n'a pas d'âge, même les nourrissons en meurent. Malheureusement, sa prise en charge est coûteuse. De voix s'élèvent pour plaider à la faveur de la création d'un programme national de lutte contre le cancer pour venir en aide aux patients dépourvus de moyens. Nos reporters ont rencontré le ministre de la Santé publique qui a étalé la politique du gouvernement sur la prise en charge de cette pathologie. En dehors de nos frontières, le président guinéen Alpha Condé, réélu pour un troisième mandat avec 59% de voix en dépit des contestations meurtrières. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, est déterminé à contester ces résultats devant la justice qu'il qualifie de hold-up électoral. Dans ce journal, vous suivrez une réflexion sur les élections en Afrique, source de beaucoup de tensions et souvent entraîne des morts à chaque publication des résultats. Vous aurez également droit à la rétrospective de la semaine. Mais tout de suite, l'actualité. Nous ouvrons ce journal par cet appel lancé aux opérateurs économiques de renouveler leur numéro d'identification afin de se conformer. Le ministère de l'économie nationale, par l'entremise de son administration, mène déjà une campagne de vulgarisation de la nouvelle réglementation sur l'identification nationale. Guy Blaise Kiti qui nous en parle. L'économie nationale, par la voix de Mme Akassia Bandobola, s'est engagée dans la réforme, précisément le numéro d'identification nationale prérogative du ministère. Le nouvel arrêté numéro 011 du 2 juillet 2020 sous la nomenclature des activités économiques et modalités de codification de numéro de l'identification nationale en République démocratique du Congo est clair. Les opérateurs économiques devaient donc se conformer à cette nouvelle réglementation et notre rôle, c'est de les amener d'abord à connaître cette nouvelle réglementation et à savoir comment s'appliquer. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes par rapport au paiement parce que ceux qui sont arrivés, ce sont déjà des opérateurs économiques qui sont en activité et ils posent le problème pourquoi ils devaient payer 2 fois. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, devant les opérateurs économiques de la FEC, a non seulement présenté la quintessence de la nouvelle réglementation, mais aussi surtout les innovations. Notamment, la nouvelle réglementation est conforme à la configuration administrative et territoriale du pays qui passe de 11 à 26 provinces. Elle réglemente les modalités de codification des activités économiques. Elle répand la localisation du siège social des 01 à 26 et les lieux d'exploitation de l'activité économique principale et le numéro d'ordre. Elle est conforme à la nomenclature de l'OADA. Le numéro d'identification nationale nous permet pratiquement d'élaborer les statistiques économiques courantes, d'inventorier le nombre d'opérateurs économiques qui exercent en RDC, ainsi que les différentes activités dans lesquelles ils sont en train d'évoluer. Ce numéro nous permet également d'éclairer l'administration fiscale pour savoir comment imposer dans leur assiette la taxation au regard de l'activité économique qu'exerce l'opérateur économique. En plus, tous les opérateurs économiques détenant les anciens numéros non conformes sont appelés à renouveler au secrétariat général à l'administration d'ici février. Sinon, tout tombera caduc, a-t-il conclu. Souvent, lorsqu'on parle de la diaspora en République démocratique du Congo, le regard est généralement tourné vers l'appui aux secteurs sociaux. Pourtant, dans le secteur scientifique, bon nombre de professeurs d'université sont rentrés pour servir le pays et ont des charges horaires dans les universités. C'est le cas du professeur Kalala Bangabanga, secrétaire général académique de l'INBTP. Médard Bouyal nous le présente. Depuis plus d'une décennie, la République démocratique du Congo connaît un accroissement du nombre d'universités et d'instituts supérieurs relevant du secteur public. L'augmentation des institutions universitaires pose un autre problème, celui des enseignants qualifiés pour encadrer des étudiants. C'est dans ce contexte que parmi les Congolais de la diaspora, certains ont décidé de retourner au pays pour s'occuper de l'encadrement de la jeunesse. Nous avons vécu longtemps à l'extérieur du pays, plus précisément en France, où nous avons terminé nos études doctorales, et nous avons trouvé que donner toujours cours seulement aux Français, il fallait quand même que mes frères profitent aussi de ma petite connaissance. C'est ainsi que j'avais commencé par être professeur visiteur d'abord, dans ce qui concerne mon domaine
qui est de l'eau et du transport de l'eau en agriculture, j'ai préféré venir donner ma petite pierre à l'édifice. Et quand je suis arrivé ici au Congo, j'ai trouvé que les terrains étaient vraiment propices pour aider nos frères. Donc je donne cours d'hydraulique générale, hydraulique agricole, ma spécialité évidemment. Je donnais, pour le moment, je continue encore à donner l'adduction d'eau potable aux étudiants, comment il faut dimensionner les réseaux, et ces étudiants sont en train d'être bien formés. Autre préoccupation, c'est le vieillissement du corps professoral. En dehors de l'organisation du 3e cycle dans plusieurs universités au pays, il y a la stratégie qui consiste à envoyer des chercheurs à l'extérieur du pays. J'ai personnellement contacté certains de mes amis qui m'ont donné la chance d'envoyer 6 assistants et chefs de travaux pour faire le doctorat à Tunis, à l'université donc de Carthage, parce que le responsable de l'université, c'était un collègue, nous avons terminé ensemble. L'investissement dans le secteur de l'éducation est difficilement évaluable en termes monétaires, mais la contribution de la diaspora scientifique est bien réelle. Quittons l'enseignement supérieur universitaire pour parler de la gratuité de l'enseignement de base. Déjà ce lundi, les cours reprennent normalement dans toutes les écoles conventionnées. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique, vient de monter au créneau pour condamner les instigateurs des dernières manifestations d'élèves. Willy Bakonga réunit tous les responsables de son secteur. Ensemble, ils ont fait l'évaluation de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Séverine Katanda, Jean-Pierre Chibango. Le chef d'établissement, coordonnateur de quelques écoles conventionnées avec l'État, instigateur de dernières manifestations des élèves devant le ministère de l'EPST pour de revendications des enseignants, ont été convoqués ce samedi 24 octobre 2020 à l'inspection générale de l'enseignement pour une réunion de travail. Au cours de cette rencontre, présidée par le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, étaient conviés les directeurs provinciaux de l'enseignement, le PROVED et sous-PROVED, pour faire une évaluation de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base après 2 semaines de la rentrée scolaire. Le ministre d'État a rappelé quelques acquis de cette gratuité, à l'exemple du paiement de 132 000 enseignants non payés et pour le prochain mois de 58 000 nouvelles unités. D'un ton ferme, Willy Bakonga a condamné l'utilisation des élèves pour de réclamations sur la place publique, des revendications tendant à saper cette réforme aux résultats déjà palpables. Ce genre d'incident ne sera plus toléré, a dit le ministre d'État. Mais le point cardinal qui a focalisé notre attention et qui a été à la base de cette grande réunion, c'est d'abord le fait que nous voyons les élèves venir tout le temps au ministère, alors que nous avions refusé, nous avions interdit les déplacements de nos élèves, puisque vous savez, ils sont exposés à tous les dangers. Il y a les accidents, il y a les viols, on ne sait jamais. Et nous avions dit à tous les chefs d'établissement de bien garder, n'est-ce pas, les enfants à l'école et de ne pas laisser un seul élève, n'est-ce pas, dans la rue. Et aussi avec les sous-provèdes et les coordonnateurs, n'est-ce pas, nationaux des écoles conventionnées, nous avions parlé aussi de la situation de la gratuité de l'enseignement, puisqu'il faut la consolider, il faut la pérenniser. La gratuité, c'est une très bonne chose. Le processus d'un accord est déjà mis en œuvre. Les revendications devraient donc se faire sur le lieu de travail. De ce lundi, le professionnel de la Craie Blanche devrait reprendre le cours à 7h30. Le ministre d'État prévoit même une visite d'inspection dans quelques écoles de la capitale pour s'assurer du respect des instructions. Et nous allons nous intéresser à ce qui se passe en dehors de nos frontières. Commençons par la Guinée-Conakry, où le président Alpha Condé, candidat à sa propre succession, vient de briguer un 3e mandat en dépit de contestations meurtrières, réélu avec 59% de voix. Malheureusement, un scrutin qui s'est terminé sur une note macabre. On compte une dizaine de morts. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, avec 35% de voix, est déterminé à contester ses résultats devant la justice qu'il qualifie de hold-up électoral. Et l'on se pose des questions.
Est-ce qu'à chaque élection, l'Afrique doit-elle continuer à compter de morts? La réponse dans cette réflexion de Dylan Kayuma. 2 ans, Alpha Condé a été réélu à la tête de la Guinée-Conakry avec 59,5% de voix, et cette fois-ci pour un 3e mandat. Cellou Diallo, son adversaire politique, qui a aussi jeté toute la force dans la bataille présidentielle, n'a raflé que 33,5% des voix. Résultat proclamé par la commission électorale indépendante guinéenne, réfuté par l'opposant qui parle de hold-up électoral. Le comble de malheur est que le scrutin présidentiel s'est terminé par un bain de sang. Les supporters du candidat malheureux qui ont protesté la réélection d'Alpha Condé étaient tout simplement à la merci des balles des agents de l'ordre. Une scène inacceptable qui ternit l'image de l'Afrique depuis les années de l'indépendance. Image entretenue souvent par certains dirigeants africains qui ne jurent que sur la longévité au pouvoir pure et simple, s'illustrant ainsi dans la modification des constitutions de leurs pays respectifs. Des pratiques honteuses non seulement retardent l'avènement d'une véritable démocratie en Afrique, mais aussi les développements de tout un peuple. Face à ces turpitudes, les Africains sont interpellés à prendre leur destin en main en construisant leur pays sur des valeurs qui les avancent et tourner définitivement la page sombre. La République démocratique du Congo, s'il faut parler d'elle, a donné les bons exemples à suivre. La passation civilisée du pouvoir, justement, entre le président sortant Joseph Kabila Kabange et le président entrant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en décembre 2018. Bon vent donc à la République démocratique du Congo qui n'a pas droit à l'erreur et doit évoluer en gardant les caps, surtout consolider la paix, privilégier le dialogue en toutes circonstances lorsque divergence de vues il y a sur l'échiquier politique national. Et rendons-nous au pays de l'oncle Sam, où les Américains se préparent à élire leur 59e président de la République le 3 novembre 2020. Revivons le temps fort du dernier débat télévisé qui opposait le républicain Donald Trump en fonction, candidat pour un second mandat, et le démocrate Joe Biden. Cet affront à Nashville a permis aux 2 candidats en lice d'étaler leur vision et programme parmi les grandes thématiques de ce duel, la pandémie du coronavirus et la discrimination raciale qui bat son plein aux États-Unis d'Amérique. Suivez. Ce dernier débat télévisé entre Donald Trump, candidat républicain, et son challenger, le démocrate Joe Biden, 2 adversaires de la course à la Maison-Blanche, a abordé plusieurs thématiques, notamment la pandémie du coronavirus qui a ouvert les hostilités entre Donald Trump et Joe Biden, qui a déploré la gestion américaine de cette crise sanitaire qui a fait plus de 222 000 morts aux États-Unis d'Amérique et a rejeté la responsabilité à son concurrent. Une crise non seulement sanitaire, mais aussi économique et sociale qui continue de frapper la première puissance mondiale et premier contributeur au budget de l'Organisation mondiale de la santé. Selon le candidat démocrate, le président Trump n'a pas de plan concret pour faire face à cette crise. Le républicain a défendu sa gestion de la pandémie sur un ton optimiste du fait que lui-même a été diagnostiqué positif à la Covid-19 et il s'en est sorti. Selon lui, plusieurs laboratoires américains sont dans la recherche d'un vaccin. Déjà, les États-Unis d'Amérique ont commencé la fabrication des respirateurs. Dans ce dernier affront, les accusations sur la corruption de la famille Biden a été évoquée par Donald Trump. Comme réplique, Joe Biden a exigé à son adversaire de rendre publique la déclaration de ses impôts. Quant à la question raciale, très attendue par les minorités américaines, le démocrate Joe Biden confirme ironiquement que le racisme institutionnel existe en Amérique et que les Afro-Américains et les Latinos devaient se préparer à être les cibles de la police. Un discours qui n'a pas mentionné clairement l'affaire George Floyd qui a provoqué de l'indignation à travers le monde et s'est transformé en mouvement Black Lives Matter, qui veut dire tout simplement la vie des Noirs compte. Au-delà de tout, l'on a assisté à un débat constructif, discipliné, sur fond d'un respect mutuel avec comme particularité la fermeture des micros à chaque prise de parole d'un des candidats pour éviter la cacophonie et des interruptions à répétition. Et d'après plusieurs sources, à la fin de cette dernière confrontation, aucun de ces challengers n'a pris l'ascendant sur l'autre. Il faudra attendre le 3 novembre 2020
pour savoir si entre Donald Trump et Joe Biden, qui va l'emporter et va présider à la destinée des États-Unis d'Amérique, tout en sachant que le système électoral américain a deux volets, le vote populaire et le vote des grands électeurs, ceux-là même qui vont trancher à l'issue du scrutin pour départager ces deux prétendants à la Maison-Blanche. Ouvrons à présent notre rubrique rétrospective avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris acte de serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle au Palais du Peuple. La semaine du président, c'est aussi son adresse à la nation où il a annoncé le début des consultations politiques pour une union sacrée de la nation. Toujours en semaine, le chef de l'État participait par vidéoconférence à la 2e réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. La semaine du président, c'est signé Pierre Kibambeso Moïsa. Dans un message très attendu par la nation congolaise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a stigmatisé des divergences persistantes portant notamment sur les questions relatives à la paix et à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État des droits. Face à ces divergences, le chef de l'État, garant de la nation, a annoncé qu'il va entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs pour recueillir leurs opinions afin de créer une union sacrée de la nation. Le président de la République a précisé que ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. La Cour constitutionnelle en RDC affiche désormais complet avec l'entrée en fonction des 3 nouveaux juges nommés le 17 juillet 2020 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à la Constitution et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les 3 juges Dieudonné Kalouba Dibois, Alphonsine Kaloumé à Sengo et Dieudonné Kamouleta Badibanga ont prêté serment dans la salle des congrès du Palais du Peuple devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence des députés et sénateurs ainsi que des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, des représentants des autres institutions républicaines, des diplomates et plusieurs autres invités étaient présents dans la salle des congrès. Le chef de l'État a pris acte de la prestation de serment des 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle qui ont tour à tour apposé leur signature sur le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet AI du chef de l'État, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberhard. 25 milliards de dollars américains, c'est l'enveloppe globale du protocole d'accord entre la République fédérale d'Allemagne par les billets du groupe des sociétés allemandes et la RDC pour la construction et la modernisation d'infrastructures ferroviaires. Ce protocole d'accord a été signé à la Cité de l'Union africaine devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les représentants des sociétés allemandes et le gouvernement congolais représenté par les ministères du budget, du portefeuille, des transports et voies de communication et des finances. 10 000 km de rails sous la gestion de la Société commerciale des ports et des transports SCTP, la Société nationale de chemin de fer SNCC et les chemins de fer dégelés CFU seront modernisés grâce à cet important projet qui va relier 26 provinces de la RDC par voie ferroviaire. Il est aussi prévu d'autres nouveaux projets, notamment Ilebo, Kinshasa et le train urbain à Kinshasa. Toujours au courant de la semaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier vice-président de l'Union africaine, a pris une part active par visioconférence à la 2e réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales ainsi que les mécanismes régionaux. Dans son intervention, le président de la République a circonscrit l'état de la pandémie de Covid-19 en RDC, les progrès accomplis et l'impact économique et social. Il a aussi relevé la nécessité de l'allègement ou l'effacement de la dette afin de dégager des marges financières non seulement pour la riposte mais aussi pour le renforcement des systèmes de santé publique et la relance des économies et secteurs sociaux
impactés. Le président de la République a par ailleurs fait état de l'engagement panafricain de la RDC dans la riposte avec quelques dizaines de ses experts épidémiologistes mis à la disposition des pays africains. Il a réitéré l'engagement de la RDC à prendre des dispositions pour contribuer au fonds riposte en dépit des difficultés financières. De par sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo devra jouer un grand rôle dans des projets d'intégration sous-régionale au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La question était au centre de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacome Moubele Boubeya, émissaire de son homologue Ali Bongo, président de la CEAC, qu'accompagnait le nouveau président de cette communauté économique, Gilberto de Piedade. Cette entrevue intervient en prélude à la tenue en fin novembre prochain du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Les ambassadeurs respectivement de France, Belgique, Grande-Bretagne, Canada, Suisse, Union européenne, des États-Unis d'Amérique et des représentants de la Banque mondiale et de la MONUSCO se sont penchés le jeudi 22 octobre 2020 aux côtés du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'épineuse question de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Il s'est agi d'examiner les voies et moyens de restaurer la paix durable et la stabilité dans cette partie du pays. Le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion DDR a été aussi évoqué au cours de cette rencontre. Dans la province de Lualaba, près de 230 enfants sont sortis des mines et carrières. C'est là grâce aux efforts consentis par le gouvernement central. La réforme de l'administration publique débattue au cours d'un atelier organisé par la ministre de la fonction publique et puis la poursuite des travaux de désensablement des turbines Dinga 1 et 2, autant des sujets qui ont retenu l'attention de la rédaction. La semaine en 5 minutes, c'est avec Chantal Okoloba. De dispersion qui recevra la production combinée Dinga 1 et 2 et fin de travaux. Une équipe est au Congo central pour évaluer les travaux. Toujours à Inga, les travaux de désensablement des turbines se poursuivent. À l'Équateur, le gouverneur vient de lancer les travaux de l'installation de l'éclairage public dans chaque coin de la ville d'Imbandaka. Fin des travaux du prolongement et modernisation du boulevard du 30 juin dans la province de la Chopo. Travaux réceptionnés par le gouverneur de cette province sur financement de la Banque mondiale. Au sud Kivu, les ports Lumuna reliés à Kasongo et la ville de Kindu dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs véhicules sont bloqués de part et d'autre. L'actualité, c'est aussi cet échange entre les DGA de la RTNC Freddy Moulumba et la jeunesse protestante sur le processus de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Autour des registres des appareils mobiles RAM, les jeunes ont eu des explications claires du ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies et Communications. Ces projets ont pour objectif de protéger les téléphones volés. Après leur formation à l'Institut national des préparations professionnelles, les enfants des militaires et policiers ont eu des brevets pour leur insertion à la société. Près de 230 enfants sortis des mines et carrières de Lualaba, grâce aux efforts et à la collaboration du gouvernement central et ses partenaires du développement. L'Université pédagogique nationale vient de signer un partenariat avec l'ISP Idiofa sur l'organisation du 3e cycle pour les assistants et chefs des travaux de l'ISP Idiofa. La réforme de l'administration publique, ses atouts et faiblesses ont été débattus au cours d'un atelier organisé à Kinshasa par les ministres de la fonction publique. L'entreprise Éthique International Africa Holding propose de créer des coopératives dans les différents carrés miniers de la RDC. Projet présenté au vice-ministre des Mines au cours d'une séance de travail. Le gouvernement provincial du Congo central a procédé à la distribution des matériels de cantonnage manuel. Le ministre provincial des Finances du Congo central est allé défendre les rapports de l'exercice budgétaire 2019. Comme je le disais au début de ce journal, le cancer, cette maladie qui tue silencieusement et qui continue de faire des milliers de victimes à travers le monde, surtout s'il n'est pas détecté à temps, n'a pas d'âge.
même les nourrissons en meurent. Selon les experts en santé, plus de 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués positifs au cancer et 500 en meurent, d'où il faut opter pour un dépistage pour prévenir cette pathologie. On peut guérir du cancer et comment procéder? Tentative de réponse avec Eurydice Kitutu et Maurice Mbewa. Le cancer constitue la deuxième cause de décès dans le monde. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, près d'un décès sur 6 est dû au cancer. Il touche n'importe quelle partie de l'organisme. Le cancer le plus fréquent chez les adultes, c'est le cancer du côlon, sein, peau, pancréas, estomac, foie, poumon, sang, prostate, cerveau et chez l'enfant, c'est le cancer de l'œil. Il y a des cancers qui sont particuliers à l'enfant. Pour en citer quelques-uns, nous citerons le rétinoblastome, qui est un cancer de l'œil. Nous citerons le néphroblastome ou tumeur de Wilms, qu'on retrouve chez les enfants très tôt d'ailleurs, qui est un cancer de rein. Mais après, nous avons les leucémies. Le leucémie, pour dire de façon vulgaire, ce sont des cancers de sang. Ces cancers sont pris en charge ici, au clinique universitaire, dans le département de pédiatrie. Ce département a un service d'hématologie, oncologie pédiatrique, service qui est appuyé par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique et qui de temps en temps nous envoie des médicaments. Mais ce groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique n'a ciblé que 5 types de cancers parce qu'ils peuvent tout traiter. Et donc, ils nous envoient pour des médicaments pour les 5 premiers types de cancers que j'ai cités. À la naissance, l'enfant peut naître avec cette pathologie, mais malheureusement, il y a des risques de développer la maladie car le dépistage ne se fait pas à temps. Nous recevons les malades souvent dans un stade avancé, même pour les types de cancers qui sont guérissables assez facilement. Pour les cas de tout le cancer qu'on appelle les tumeurs solides, nous pouvons le guérir. Et c'est d'ailleurs les cancers que nous guérissons le plus, notamment comme le néphroblastome. Actuellement, nous guérissons 90% des cas de néphroblastome, la tumeur rénale. Pour les leucémies, par contre, nous sommes un peu limités parce qu'il y a l'infrastructure qui ne nous permet pas de pouvoir prendre en charge correctement ce type de cancer. Les enfants qui viennent au club universitaire, ce sont des enfants qui se viennent des familles modestes. Parce que ceux qui ont leur argent, dès qu'il y a un symptôme, ils vont en Afrique du Sud, ils vont à l'étranger, partout ailleurs. La chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie sont des traitements adaptés et efficaces pour le cancer. Mais la prise en charge pose problème. Pour qu'un pays rayonne, il faut qu'on entende ce pays, qu'on puisse lire ses écrits. Et nous avons la mission de soigner. Donc nous avons une triple mission. Et donc nous demandons aux décideurs de pouvoir s'occuper de cette université. Et moi, en tant que pédiatre, qu'on s'occupe de la pédiatrie, qu'on s'occupe de mon service, parce que le service est un service spécial. Je ne pense pas, c'est un humble avis, qui m'excuse s'il pense qu'il y a d'autres structures qui peuvent prendre en charge les enfants qui ont le cancer, mais je pense que jusqu'à preuve du contraire, nous avons le service où on reçoit les enfants et où l'on traite les enfants qui ont le cancer. Nous n'avons pas seulement l'ambition de les traiter, mais nous avons les compétences de les traiter. La République démocratique du Congo doit agir, dire stop au cancer et inscrire la lutte contre le cancer comme priorité des priorités de santé publique. Le cancer fait peur, il tue silencieusement et appauvrit les familles. Malheureusement, sa prise en charge est coûteuse. Des voix s'élèvent pour plaider à la faveur de la création d'un programme national de lutte contre le cancer pour venir en aide aux patients dépourvus des moyens qui se sentent abandonnés par le gouvernement. Pourtant, la guérison est possible, mais à quelles conditions? La réponse avec Patti Tondangou, Jean-Pierre Mouaï. Le cancer, c'est tueur silencieux et la première cause de la mortalité est responsable de plus de la moitié des décès en Occident. Selon une étude publiée en 2016 dans un article des Annales africaines de médecine, en République démocratique du Congo, les cancers tuent plus que la tuberculose, le sida et la malaria réunis.
Selon le ministère de la Santé, en 2008, près de 44% des décès enregistrés dans les hôpitaux étaient dus à cette maladie dont la prise en charge est chère, alors que 2/3 des malades peuvent guérir s'ils sont diagnostiqués à temps. Le docteur Soulouman Seb en est le rescapé. Ça fait 25 ans que moi j'ai souffert d'un cancer de sang, ce qu'on appelle une leucémie. Donc je ne savais plus me tenir debout. Donc ça a été un temps très difficile. Il y a des médicaments qui coûtent, bon, écoutez, mais tout n'est pas toujours à la portée de notre population. Donc ça coûte de l'argent, cette chimiothérapie. Il faut brûler ce qu'on appelle la radiothérapie. Mais est-ce qu'il y en avait à cette époque-là? Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une machine. Mieux vaut au moins un que rien. Donc chacun doit s'y mettre. Il faut nous organiser. Il faut parfois, en fait, des mutuelles de soins. Il faut peut-être des assurances. Il faut, en fait, que tous ensemble, nous mettions quelque chose dans l'assiette, en fait, pour que nous puissions prendre en charge. Ceux qui sont en cours de traitement se plaignent sur le poids financier qui pèse sur le budget familial, surtout quand on est appelé à s'auto-prendre en charge, d'où ces cris de détresse. Oui, nous sommes arrivés parce que ma soeur a le cancer de l'utérus. Mais on a remarqué que c'est un traitement qui coûte cher. Donc, quand vous n'avez pas une société qui vous soutienne, c'est difficile. Notre souhait serait aussi que l'État prenne en charge les gens qui ont du cancer, comme on le fait pour le sida. Oui, c'est notre souhait. De la chirurgie à la radiothérapie, en passant par la chimiothérapie, un grand nombre de cancers peut être soigné. L'absence en République démocratique du Congo des registres nationaux, des statistiques irrélatives et d'un programme national est une lacune qu'il faut corriger rapidement. Un long parcours que beaucoup de patients ne comprennent pas et qui a un coût également. Ce que nous souhaitons, c'est l'implication de l'État pour qu'il y ait une espèce de subvention pour les actes qui sont très onéreux. Par exemple, la radiothérapie, vous avez vu, c'est une machine hyper chère. Il est en fait du devoir de l'État d'intervenir pour aider chaque citoyen à avoir les soins indiqués. La meilleure façon de lutter contre cette pathologie, c'est aussi les dépistages précoces et les campagnes de sensibilisation. L'objectif ultime, c'est de maximiser sur la prévention parce que, étant dans un pays à faible revenu, la prévention coûte moins cher que le traitement. Les statistiques que nous obtenons, nous les partageons avec nos autorités sanitaires afin que cela puisse leur servir dans leur planification. Nous sommes convaincus que ces informations les aident quelque part pour prendre des décisions de santé publique qui seront appropriées pour la population. Les différents plaidoyers menés auprès des décideurs sont restés jusque-là, selon les ONG, des lettres mortes. Jusque-là, le gouvernement n'est pas encore mobilisé dans la lutte contre les cancers. Nous devons donc conjuguer des efforts pour combattre ces fléaux mondiaux qui n'épargnent personne, quel que soit son âge, son sexe, sa race, sa religion, son état de richesse ou de pauvreté. Et jusque-là, la République démocratique du Congo n'a pas de programme national de lutte contre le cancer pour soulager la douleur de patients atteints du cancer. Notre reporter Bobette Eyenga a rencontré le ministre de la Santé publique Eteni Longondo qui a étalé la politique du gouvernement sur la prise en charge de cette pathologie. On l'écoute. Nous avions été alertés depuis l'année passée, depuis qu'on a été nommé par le président de la République, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Compte tenu des statistiques par rapport au nombre de cas présentant cette maladie, nous nous sommes dit qu'il est temps de créer un programme qui va gérer cette tendance épidémiologique que nous observons maintenant. Parce que les cancers, nous observons beaucoup de cas. Et pour 2021, dans notre plan stratégique, nous allons prendre en charge 1000 malades souffrant de cancers. Et ces malades vont bénéficier de tous les soins, c'est-à-dire la chimiothérapie, la radiothérapie, et si nécessaire, même la chirurgie,
sans qu'ils ne déboursent aucun sou. Donc à partir du mois de janvier, nous allons commencer à sélectionner des malades qui souffrent de cancer, pas seulement ici à Kinshasa, mais aussi partout ailleurs, sur toute l'étendue de la République. La RDC, 2 345 000 km², mais un seul centre de radiothérapie, qui est d'ailleurs l'initiative d'un privé. Mais comment est-ce que le gouvernement compte accompagner ce genre d'initiative, même si le programme est en cours? Dans le programme, nous avons prévu la radiothérapie, c'est-à-dire nous allons d'abord commencer avec celle que nous avons ici, c'est-à-dire la machine que nous avons ici avec le docteur Soulou, parce que son hôpital fera partie du programme. Mais aussi, nous prévoyons avoir, d'ailleurs bientôt, une structure de radiothérapie ici sur place. Donc nous n'aurons plus à envoyer nos malades à l'étranger pour être soignés ou pour être traités par la radiothérapie. Donc tout sera fait ici, en tout cas pour les 1000 malades que nous allons sélectionner l'année prochaine. Donc nous aurons et la chimiothérapie, et la radiothérapie, et la chirurgie, s'il le faut. Donc c'est ce qu'on veut créer ici, ça sera une première. Et déjà, l'année prochaine, nous allons sélectionner 12 spécialistes et les envoyer étudier aux États-Unis. Alors, quand ils vont rentrer, ils vont former dans de différentes universités, ils vont former nos spécialistes à nous. Donc, ça sera des Congolais qui vont aller étudier ailleurs, mais qui vont rentrer et partager leur expérience en formant le jeune médecin. Un mot pour ces nombreuses femmes qui souffrent des cancers du sein et tant d'autres. Que les malades souffrant de cancer puissent continuer à avoir l'espoir, parce que maintenant, nous allons le soigner ici au Congo, avec nos moyens, avec une nouvelle technologie et avec l'aide de nos partenaires. Donc, c'est ce qui fera que l'État puisse économiser de l'argent qu'il a toujours perdu en envoyant ses malades à l'étranger. Autre chose, la culture devra servir de levier économique pour le développement de la RDC, une affirmation du professeur Ebio Eyoka lors d'une séance académique au Conseil économique et social. Anim Balaka nous en parle. Dans son rôle de proposer les avis pour le développement du pays, le Conseil économique et social piloté par Jean-Pierre Kiwakana était encore une fois de plus en séance académique ce samedi 24 octobre 2020. Deux grands professeurs, fils du pays, ont abordé un sujet très important. Il s'agit de l'impact économique de la COVID-19 sur le secteur culturel en République démocratique du Congo. Les professeurs Yokali et le professeur Ribionzeza Bouketi Boussé pensent que le secteur culturel est souvent appelé à la rescousse aux différents moments de la vie nationale sans bénéficier de l'attention nécessaire. Le professeur Yokali, lui, pense qu'il s'agit ici d'un plaidoyer pour la valorisation de la culture en République démocratique du Congo. C'était d'apporter un plaidoyer inédit sur la dimension culturelle du développement. Et pour avoir un cas concret de ce que nous avons dit, de ce plaidoyer, nous avons pris comme paradigme l'étude qui a été faite par mon collègue sur l'impact de la COVID-19 sur le fonctionnement, sur la rentabilité des industries créatives. C'est important parce que cela détermine les cadres d'intervention de l'État dans le secteur culturel et aussi l'implication d'autres acteurs. Il y a la ratification de la charte de la Renaissance culturelle africaine qui est importante parce que la RDC prendra la présidence de l'Union africaine sur le thème de la culture. Et la priorité des priorités, c'est la ratification de cette charte. Et la RDC ne pourra pas appeler les autres à ratifier si elle-même ne ratifie pas. Il y a l'amélioration de la gouvernance du secteur de la culture. Il serait mieux qu'il y ait une structure au sein du ministère qui prenne en compte la portée économique. Santé encore dans ce journal, ils étaient en assemblée générale. Les nutritionnistes et diététiciens veulent participer à lutter contre la malnutrition en mettant de l'ordre dans leur corps. Mesdames Bouyal. Tous les corps des métiers s'organisent en instaurant la discipline en leur sein. Les membres sont tenus de respecter les règles du jeu. L'association des nutritionnistes et diététiciens entend inscrire ces actions dans cette stratégie.
L'Assemblée générale a été une belle opportunité pour répondre à certaines questions majeures. Elle touche à la fois l'identité et la vision de ces corps des nutritionnistes et diététiciens du Congo. Un nouveau leadership de la NUDICO a alors imposé ses marques. Le programme paraît très ambitieux, mais il faut y aller tout de même. Pour parvenir à bon port, il va falloir bien informer des nutritionnistes et les diététiciens. Nous avons eu à rendre compte à nos membres qui nous ont élus les activités réalisées, ce qu'on a pu réaliser et projeter aussi des activités que nous aurons à faire les mois prochains et dans les jours à venir. La corporation reste ouverte pour collaborer avec le gouvernement, toutefois pour lutter contre ce fléau qui frappe le pays, la malnutrition. Et aujourd'hui, nous parlons, le taux est élevé à 44%, donc c'est vraiment un problème de santé publique. Et nous tenons à remercier sincèrement tous les partenaires, la gamme Simba, Hero Baby, France Claire et Gilet, Chris Sarel, l'ISTEM Kinshasa et ainsi que le programme national de nutrition. Il n'y a que de cette manière que l'on peut lutter contre la malnutrition en République démocratique du Congo. Une première, l'École nationale des notaires vient de voir le jour en République démocratique du Congo, une initiative du professeur Charles Aoto Asombo. Regardez la cérémonie d'ouverture solennelle de ses portes avec Serge Mata. Cette initiative constitue une première dans l'enseignement supérieur universitaire et la recherche en République démocratique du Congo. Au cours de cette cérémonie d'ouverture officielle des activités de l'École nationale des notariats, le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur, le professeur Charles Aoto Asombo, a retracé un bref aperçu historique de cette école unique et détaillé aussi l'ambition, les objectifs poursuivis ainsi que les enjeux de l'École nationale des notariats en République démocratique du Congo. Pour être admis à l'École nationale des notariats, il faut avoir 65%. Ensuite, il faut avoir 3 lettres de recommandation. Une lettre de recommandation venant des professeurs qui vous connaissent. 2 autres lettres viennent soit de votre employeur, et la troisième, c'est des gens qui vous connaissent, des parents. Vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance. Les conseils principaux du chef de l'État au collège politique Moussongou Tamboué Daniel a présenté les différents facteurs contextuels se rapportant à la création de l'École nationale des notariats en République démocratique du Congo ainsi que les rôles du notaire. C'est un grand honneur pour moi non seulement de représenter son Excellence Monsieur le Président de la République, mais également de le représenter en cette circonstance particulière qui cadre justement avec le centre de ses actions, donc principalement l'établissement d'un état de droit qui va avec la promotion des valeurs. La fonction de notaire, plus que toutes les autres fonctions, c'est une fonction où tu es dépositaire des secrets des gens. Précisons-le que cette formation d'excellence des niveaux master en droit notarial comporte entre autres en 12 mois des cours sur les principaux domaines du droit notarial ainsi que plusieurs mois de stages en milieu professionnel. Et nous allons découvrir ensemble avec vous ce message de félicitations adressé au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, le parti politique Alliance des bâtisseurs libéraux, ABL, vous félicite de votre communication à la nation et d'avoir pris à cette occasion la décision de consulter les forces politiques et sociales représentatives de notre pays en vue d'élargir les consensus autour des questions vitales de la République. Par le présent message, l'Alliance des bâtisseurs libéraux voudrait vous encourager et vous soutenir dans la démarche de constitution d'une union sacrée qui devra aboutir au rétablissement de certaines valeurs de gouvernance de notre pays. Le peuple congolais, dans sa majorité silencieuse et dans lequel fait partie l'Alliance des bâtisseurs libéraux et tous ses membres se rangent derrière vous et restent déterminés à vous accompagner dans votre engagement renouvelé du respect de votre serment constitutionnel ainsi que celui du rôle de garant de la constitutionnalité et de la continuité de l'État et du bon fonctionnement des institutions. C'est signé le sénateur élu de la Chopo, honorable James Bayukita.
Ainsi se termine cette grande édition d'information. C'était un réel plaisir de vous informer. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci et au revoir. Viva, viva, viva! Toyaki kotika mutu te, madame, oza wapi? Fumu Mbanza! Oh, les enfants! Papa. Bonjour, papa! Papa Naban! Na gagné marché. Oya l'État? Bien sûr! Oh, nzamba zwa lokumu! Yo mutu okotaka na internet. Lukanda kwa kitoko na Los Angeles, na somba yango. Musalango kutu ya kobongisa mboka oya l'État. Nano sali te. Ndaku na Los Angeles. Me wane komi détournement? Oh! Tala ngai, tala bana. Kuba sadilanga, kuba dilanga. Kuba dilanga, kuba kanga milanga. Keba na IGF, na justice ya mboka ndenge tomboki boye. Attention. Stop. Le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de prison. Bon, petit. J'étais. Ah! Société Mayuya Import-Export. Mon Dieu. Merci. 100 000 dollars. Aujourd'hui, Mamboula dans mon peuple. Ou à des théories, tout ça la pratique. Bokita Mouké. Bon, tout ça la négi, tout ça la. Yo pesanga 50 000 dollars. 49 000 dollars, wana, tout ticket yo. Moi, 1000 wana ya souka. Tu vois qu'il y a question à l'État, de toutes les façons. Question à l'État, biso wa tout tambolaka. Chef, et Belambongo ndengona 1000 dollars kaka pour l'État. Futambongo na yo na caisse ya l'État. C'est le chef de mission qui parle et qui décide. Ok. L'inspection générale des finances et la justice seront au courant. Stop. La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Message de l'inspection générale des finances.
Voici les communiqués divers